Bonjour, je vais vous montrer le contenu de la boîte principale donc, de la Tamiya F4 de Horizon. Un premier carton contient les accessoires, puis vous avez tout le matériel pour pouvoir décorer la carrosserie de la voiture que vous pouvez mettre de côté, et enfin, au fond de la caisse, vous avez la voiture. Dans le plus grand des cartons, vous allez trouver en premier lieu un sachet contenant des accessoires. Les 4 cartouches à hydrogène, qu'il faudra préalablement remplir avant utilisation, les 2 régulateurs de pression, le tournevis qui vous permettra de monter les cartouches sur la voiture, et 2 sachets de pièces détachées qui sont là pour pouvoir remplacer d'éventuelles pertes sur des vis ou des écrous, mais qui ne vous sont pas nécessaires. Le seul élément nécessaire sera ces tubes pour réaliser la connexion du circuit d'hydrogène. Voilà. Le reste, vous pouvez le réserver et vous avez quelques pièces détachées en supplément en cas de perte. Maintenant, nous pouvons retirer la voiture du carton principal. Comme vous pouvez le remarquer, la voiture est emballée dans un sachet plastique fermé hermétiquement. Nous vous recommandons fortement de remettre la voiture dans ce sachet plastique après chaque utilisation afin d'éviter le dessèchement de la pile à hydrogène. Donc nous allons retirer la voiture du sachet. Surtout, conservez ce sachet pour y remettre la voiture. Vous pouvez retirer la carrosserie que vous pourrez décorer, si vous le souhaitez, avec les autocollants que l'on a vus au début. Voilà, vous avez devant vous la nouvelle F4 de chez Horizon. Occupons-nous maintenant de la deuxième et dernière boîte que nous avons trouvée dans la caisse principale. Vous allez trouver la radiocommande qui est appairée avec le châssis. Si vous avez plusieurs châssis, surtout ne mélangez pas les radiocommandes. L'alimentation externe 9 volts qui vous sera nécessaire pour l'utilisation de F4. Le quick charger qui permettra de recharger la batterie de la voiture qui est déjà placée dans le châssis. La documentation de la radiocommande. Vous pourrez remarquer qu'avec sa documentation, vous allez trouver aussi un câble USB micro USB qui permettra de charger la radiocommande, car ce type de radiocommande ne fonctionne pas sur pile, mais sur batterie et est chargeable par une connexion USB. Vous allez trouver un piston qui est une pièce très importante pour la calibration du système, donc surtout identifiez-le et gardez-le. Enfin, vous allez trouver un sachet de clips et d'agrafes qui vous permettra, si vous le souhaitez, de remplacer d'éventuelles pertes des agrafes sur la voiture ou de fixer la carrosserie si vous décidez de la découper pour pouvoir la monter. Voilà, nous avons vidé le deuxième carton. Vous avez maintenant devant vous l'ensemble des éléments que vous devez identifier afin de pouvoir mettre en œuvre votre F4 issu de la première caisse plastique que vous avez reçue. Nous allons maintenant terminer le montage de la partie hydrogène de la voiture. Pour cela,
vous devez prendre un des régulateurs de pression, dévisser l'écrou, pensez à insérer l'écrou percé sur le tube avant, puis monter le tube sur le régulateur en faisant bien attention de pousser jusqu'à la butée. Vous voyez que le tube doit aller jusqu'en butée contre le filetage du régulateur de pression. Une fois que vous avez monté convenablement le tube, vous pouvez visser l'écrou, serrer sans excès, puisque en fait le tube va servir de joint, donc il faut légèrement écraser le tube, mais si vous l'écrasez trop, vous risquez de le couper. Donc il faut serrer raisonnablement pour éviter toute fuite. Vous faites la même opération sur l'autre, avec l'autre régulateur de pression. Nous pouvons maintenant nous saisir de deux hydrosticks que vous aurez préalablement chargés. Vissez un premier hydrostick à fond. Insérez-le dans les supports, puis bloquez-le très légèrement grâce au tournevis cruciforme qui vous est fourni. Tant que vous utiliserez la voiture sur le banc, il n'est pas nécessaire de serrer énormément les hydrosticks. Si vous décidez de faire une course sur le sol, par contre, évidemment, on vous conseille de serrer un petit peu plus fort, mais n'écrasez pas non plus le tube trop fortement. Juste de quoi le maintenir pour que les hydrosticks ne bougent plus. Voilà. Il nous reste à établir la connexion de la batterie avec le véhicule. Vous voyez ici un connecteur DIN mâle, le connecteur femelle de la batterie, et en faisant attention au repérage des pôles, vous pouvez établir la connexion électrique. Attention, à partir de cet instant-là, donc la voiture est alimentée et est sensible à tout court-circuit qui pourrait être fait de façon non intentionnelle. Pour l'utilisation de la F4, vous avez bien entendu besoin de la télécommande. Vérifiez avant l'utilisation que celle-ci soit bien chargée. Ici, on voit qu'elle n'est pas chargée complètement, donc si vous le souhaitez, on vous recommande d'utiliser cette connexion micro USB avec le câble fourni pour compléter la charge de votre télécommande et ne pas avoir de problème durant la session. Ceci fait, vous pouvez mettre de côté le câble. Donc pour démonter la batterie du UF4, donc simplement le connecteur DIN à débrancher de façon sécurisée. Ensuite, vous avez une barre de maintien avec deux circlips, dont un qui est facilement accessible. Donc vous enlevez le clip de droite, on soulève la tige qu'on peut faire pivoter pour accéder tout simplement à la batterie. Donc lorsque la batterie est déchargée, on la charge à l'aide du Quick Charger qui est livré avec le système. Donc attention, c'est un chargeur disponible pour plusieurs modèles de batteries, LiPo, LiFe ou NiMH. Donc dans notre cas, c'est une batterie NiMH. Donc avant de connecter la batterie, il faut sélectionner le type de batterie à recharger. On l'alimente de façon toute simple, avec le cordon qui est donné. Ensuite, vous avez un second cordon qui permet de charger en fait des batteries mais qui ont un connecteur différent. Donc vous avez un connecteur que vous ne pouvez pas brancher au mauvais endroit parce qu'il y a un côté 3 points, un côté 4 points. Donc ensuite, lorsqu'on démarre le Quick Charger pour la première fois, il est par défaut pour les batteries LiPo. Donc pour sélectionner NiMH, on appuie une fois sur NiMH, la LED passe au rouge au-dessus du NiMH et on peut connecter la batterie. Donc on connecte la batterie, toujours en faisant attention à la polarité. Une fois que la batterie est connectée, ça ne charge pas automatiquement. Il faut maintenir le bouton NiMH pendant environ 2 secondes. Voilà. Ça commence à clignoter, ça veut dire que la charge a commencé. La charge dure environ 2 à 4 heures, ça dépend du niveau d'état de la batterie à l'origine.
Maintenant, nous allons ouvrir le deuxième carton, le plus lourd, celui qui contient le banc d'essai. Donc ce carton est à manipuler avec beaucoup de délicatesse, évitez les chocs, car il contient des masses métalliques qui peuvent endommager le système. Il contient aussi des capteurs de pression très sensibles qui peuvent aussi être endommagés si on manipule trop violemment cet équipement. Ouvrons le carton et retirons délicatement le banc d'essai. Placez le banc devant vous en montrant le système de freinage, la glace à votre droite et l'obturateur mat, le côté mat, à votre gauche. Comme nous pouvons le voir, ce banc est constitué de 4 rouleaux simulant l'inertie du véhicule, couplés entre eux. Vous pouvez voir aussi ici un capteur de force qui va mesurer la poussée de la voiture. Attention, ce capteur est fragile. Évitez des appuis trop violents sur ce capteur sous peine de dégradation. Vous voyez ici un système de freinage grâce à un servomoteur qui va permettre de simuler un effort de montée sur la voiture. Enfin, vous pouvez voir 2 connexions qui devront être effectuées pour relier le banc à la voiture. Commençons par monter la voiture dans le banc. Prenez la voiture, si possible, soit par les piges, soit par le châssis, mais à un moment vous allez être gêné. En un mot, surtout, ne pas la prendre par les cartes électroniques. Vous pouvez aussi les prendre par les cartouches, mais encore une fois, surtout pas par la partie électronique. Le mieux, c'est de le prendre par les tiges, car vous allez pouvoir, en premier lieu, insérer l'avant de la voiture, poser sur les rouleaux l'avant de la voiture et pousser l'avant de la voiture jusqu'à ce que vous puissiez insérer le pare-choc arrière. À ce moment-là, vous pouvez vérifier le bon positionnement de la voiture. Le jeu doit être de 1 à 2 mm, pas plus. En arrière, la voiture bute avec son pare-choc contre le banc. La butée est franche. Réalisons maintenant les 2 dernières connexions avant de pouvoir faire fonctionner le système. Il s'agit des connexions entre le banc et la voiture. En effet, c'est l'électronique de la voiture qui va réaliser les acquisitions des mesures effectuées par le banc et qui va contrôler le système de freinage. Le premier connecteur qui ne laisse pas d'ambiguïté, c'est le connecteur à 3 points. Il ne vous reste plus qu'un seul connecteur à 3 points et il est sur la droite de la carte, juste à côté d'un autre connecteur à 3 points. Donc, vous pouvez effectuer la connexion sans risque et sans erreur possible. Le deuxième est un peu plus délicat car il vous reste 2 connecteurs à 4 points et votre connexion nécessite 4 points. Vous devez choisir le connecteur qui se trouve juste à côté de celui que vous venez de connecter et laisser le connecteur à 4 points suivant plutôt qui se trouve sur la gauche de la carte. Celui-là est pour une autre utilisation. Procédons maintenant à la mise en route de la voiture sur le banc. Nous avons préalablement placé la voiture sur le banc, vérifié qu'elle est convenablement passée et qu'elle appuie sur le capteur de force à l'avant. Premièrement, vérifions le serrage des 2 régulateurs de pression afin d'éviter toute fuite avec les réservoirs d'hydrogène. Deuxièmement, établissons la connexion de la batterie par les 2 connecteurs DIN disponibles, mâle et femelle. Instantanément, vous voyez cette LED rouge s'allumer qui indique la présence de la batterie. Ensuite, vous connectez l'alimentation extérieure de 9 volts, bien entendu connectée au secteur.
À quoi sert cette alimentation? Cette alimentation vous permettra d'alimenter l'ensemble de l'électronique de mesure de la voiture ainsi que le servomoteur de freinage de manière complètement séparée et de ne pas prendre en compte leur consommation de puissance dans tous les calculs de bilan que vous pouvez faire suite aux mesures effectuées sur la voiture. Nous allons connecter la batterie, connecter l'alimentation externe. L'alimentation externe, vous pouvez l'avoir par une LED verte qui clignote pour l'instant faiblement. Il ne nous reste plus qu'à démarrer réellement l'alimentation de l'ensemble de l'électronique par la batterie. Vous le faites en basculant l'interrupteur batterie qui se trouve sur la plaque de protection et qui est indiquée battery. La position on est la position vers l'extérieur. La LED verte maintenant s'est allumée de manière beaucoup plus prononcée et stable. Cela veut dire que les cartes sont alimentées et les différents processeurs sont en train de démarrer, notamment le serveur Linux. Nous devons donc maintenant attendre la fin du boot de ce serveur en observant le PC de contrôle et au moment où nous serons capables d'établir la connexion Wi-Fi sur ce PC. Dernière chose très importante, durant le démarrage, le véhicule réalise un réglage du zéro de pression sur le capteur de force à l'avant. Il est donc très important de ne pas perturber cette mise à zéro en venant appuyer sur le véhicule ou en installant trop tôt le poussoir ou perturber de manière ou d'une autre la mesure de la pression. Vous devez laisser le véhicule faire son zéro et vous êtes sûr que le zéro a été effectué lorsque vous voyez apparaître la porteuse, le SSID Wi-Fi sur le PC. C'est ce que nous allons voir maintenant. Après avoir allumé la H-cell en électricité avec l'alimentation extérieure, vous attendez une trentaine de secondes la fin du boot du serveur embarqué et la fin du boot est indiquée par l'apparition de la connexion Wi-Fi sur la liste de votre PC de commande. On voit ici la syntaxe qui est toujours la même, quelle que soit la version, crea-TTO2, le serial number de votre équipement. Vous connectez sur cette porteuse. Si c'est la première connexion, un mot de passe va vous être demandé. Ce mot de passe est TT02 en minuscule et tout attaché CREA, C-R-E-A en majuscule. TT02 minuscule, tout attaché, CREA majuscule. Une fois avoir tapé ce mot de passe, initiez la connexion. Une fois que la connexion est confirmée, vous pouvez maintenant ouvrir Firefox pour accéder à la page de garde du serveur. La première chose que l'on va faire, c'est la calibration. Donc nous n'allons pas chercher à accéder directement à la page de garde, mais nous allons accéder à la page d'étalonnage. Veuillez noter l'adresse de la page d'étalonnage. Le plus intéressant est de la mettre dans vos favoris, même si vous n'avez pas à étalonner souvent. Nous vous recommandons d'étalonner, bien entendu, la première fois, lorsque vous recevez l'équipement. C'est obligatoire pour avoir des mesures cohérentes. Ensuite, il n'est pas nécessaire de réétalonner, sauf si vous souhaitez vous assurer que les mesures qui vont être effectuées ont le maximum de précision possible, par exemple avant un examen. L'usure du capteur peut l'amener à une très légère dérive. À ce moment-là, nous vous recommandons de refaire l'étalonnage. Mais
ce qui est important de comprendre, c'est que les données d'étalonnage sont sauvegardées dans la voiture et sont liées au capteur de force qui se trouve sur le banc. Donc, il est important de garder la liaison entre le banc et la voiture et, si possible, d'utiliser toujours la même voiture avec le même banc. Si vous devez changer de banc ou de voiture, là, il est important de refaire l'étalonnage. Donc voilà, nous appelons la page d'étalonnage, dont l'adresse est indiquée ici. Une fois connecté sur cette page, voici sa présentation. La première chose que vous devez faire pour démarrer l'étalonnage, c'est d'installer le poussoir à l'arrière de la voiture. Pour installer le poussoir, vous devez faire attention d'insérer l'empreinte rectangulaire mâle dans l'empreinte rectangulaire femelle sur le châssis de la voiture et de pousser délicatement le pied du poussoir pour qu'il vienne s'accrocher dans la rainure du banc. Vérifiez que le poussoir est dans une position la plus orthogonale possible. Il est important de ne pas pousser trop fort, car lorsque vous poussez, vous appuyez sur le capteur de force, et il est important de ne pas dépasser l'effort maximum. Donc, vous poussez le pied du poussoir juste pour faire rentrer ce pied dans la rainure. Une fois que vous arrivez à hauteur de la rainure, vous l'insérez et vous relâchez délicatement, et vous assurez la bonne position du poussoir. Maintenant, votre voiture est poussée par une force connue qui est de l'ordre de 18 newtons contre le capteur de force. Vous retournez au PC de contrôle, vous appuyez sur le premier bouton, ou le bouton de la première étape, qui va déclencher la mesure de la poussée. La fin de cette mesure vous est indiquée par cette fenêtre qui vous sollicite pour aller vers l'étape 2. Vous acquittez cette fenêtre, puis vous appuyez sur le bouton de l'étape 2. À ce moment-là, le système doit vous indiquer que, d'une part, il a effectué la calibration. Le deuxième chiffre ici est un chiffre qui indique la mesure de la force qu'il a effectuée avant la calibration. Et donc, il va normaliser cette mesure en calculant un coefficient de calibration qui sera dorénavant utilisé en permanence pour toute mesure. Maintenant, votre système est complètement opérationnel. Dernière chose, ne pas oublier de retirer le poussoir étalon avant toute utilisation. Maintenant, la voiture est complètement opérationnelle et vous pouvez démarrer n'importe quelle activité.